Enquête sur la mort suspecte d'un évêque copte en Égypte. Son corps a été retrouvé dimanche dans son monastère. Le roi Mohamed VI exhorte le gouvernement à prendre des mesures sociales, et ce, dans le but d'améliorer les secteurs éducatifs et sanitaires au Maroc. Puis 560 randonneurs et leurs guides sont bloqués sur un site touristique en Indonésie. C'était suite à des tremblements de terre consécutifs. Ravi de vous retrouver, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je l'ai annoncé en titre, en Égypte, l'église copte a annoncé dans un communiqué que la police menait une enquête sur la mort dans des circonstances non élucidées d'un évêque copte. Son corps a été retrouvé ce dimanche dans son monastère au nord-ouest du Caire. Voici les détails. Des investigations sont en cours pour élucider les circonstances de la mort d'un évêque copte retrouvé sans vie dimanche. Selon une source sécuritaire, le corps du défunt a été retrouvé dans un couloir du monastère avec des blessures à la tête. L'évêque Epiphanius dirigeait le monastère Saint-Marquais de Sété à Wadi El Natrou. Toujours selon cette même source, le corps de l'évêque a été transféré au médecin légiste et une autopsie doit être pratiquée afin de déterminer s'il s'agit d'une mort naturelle ou d'un meurtre. Les Coptes, minorité chrétienne représentant environ 10% des 97 millions d'habitants en Égypte, ont été particulièrement visés par des attentats. Le 9 avril 2017, en pleine célébration du dimanche des Rameaux, des kamikazes du groupe djihadiste État islamique ont attaqué deux églises du nord de l'Égypte, à Tanta et à Alessandrie. Les attaques ont fait 45 morts. En décembre 2016 déjà, 29 personnes ont été tuées dans une autre attaque similaire contre une église du Caire. Puis en juin 2017, au moins 28 pèlerins chrétiens ont été tués dans un attentat à la bombe contre leur bus alors qu'ils se rendaient dans un monastère. L'attentat a été revendiqué par l'organisation extrémiste. Au Maroc, le roi Mohamed VI a évoqué la question sociale dans le royaume. C'était au cours d'un discours télévisé prononcé à l'occasion du 19e anniversaire de son accession au trône. Reportage. À l'occasion de son 19e anniversaire d'accession au trône, le roi Mohamed VI a exhorté le gouvernement à prendre des mesures sociales afin d'améliorer notamment les secteurs de la santé et d'éducation au sein du royaume. Le monarque a toutefois souligné et salué les efforts déjà entrepris dans ce cadre. Nous estimons que la nouvelle initiative du registre social unique, le RSU, est un début prometteur, susceptible d'induire un accroissement progressif du rendement des programmes sociaux à court et à moyen terme. Ce registre est un système national d'enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d'appui social. Par conséquent, j'invite le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d'appui et de protection sociale et à soumettre des propositions portant sur leurs modalités d'évaluation. Le discours a été prononcé dans la ville d'Al-Hoceima au nord du Maroc, épicentre d'un mouvement de protestation aux revendications sociales et économiques qui a agité le pays entre 2016 et 2017. Le Maroc est marqué par de criantes inégalités sociales et territoriales sur fond de chômage élevé par les jeunes. En 2017, le pays a été classé 123e sur 188 pays au titre de l'indice de développement humain. Page politique à présent. Les Maliens ont voté ce dimanche pour un scrutin présidentiel qui s'annonce crucial pour l'accord de paix de 2015 destiné à mettre fin aux violences djihadistes qui gagnent d'autres pays voisins du Sahel. Quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, le dépouillement des bulletins de vote a commencé. On fait le point dans cet élément. Plus de 8 millions d'électeurs étaient convoqués ce dimanche pour reconduire le président Ibrahim Boubacar Keïta ou choisir un de ses 23 concurrents, dont le chef de l'opposition Soumaïla Cissé et une seule femme, Djeneba Ndiaye. Selon les premières constatations d'observateurs électoraux, le taux de participation n'était pas connu dans les médias, mais s'annonçait faible. Alors que les bureaux de vote sont fermés, la mission d'observation électorale de l'Union européenne
demande aux autorités maliennes de rendre publique la liste des bureaux de vote où le vote n'a pas pu avoir lieu. La mission d'observation de l'Union européenne demande aux autorités maliennes de publier et de rendre publique la liste des bureaux de vote là où le vote n'a pas pu avoir eu lieu en cette journée. C'est important pour ce qui nous concerne, pour ceux qui regardent la transparence, puisque pour nous c'est une priorité, la transparence, la traçabilité, mais surtout l'intégrité de l'élection. Les premiers résultats étant attendus dans les 48 heures, les résultats officiels provisoires d'ici au 3 août, avant un éventuel second tour le 12 août. Mais malgré la mobilisation de plus de 30 000 membres des forces de sécurité nationales et étrangères, selon le ministre de la Sécurité intérieure, de nombreuses attaques visant le matériel et les agents électoraux ont été signalés dans le nord et le centre du pays, tandis que l'affluence semblait timide à Bamako. Et comme tous citoyens, les candidats en lice sont eux aussi votés dans le cadre de la présidentielle malienne. Nous vous invitons à présent à écouter certains candidats à la sortie des urnes. J'ai voté, accompagné de mon épouse, mais je dirais l'autre sentiment, c'est que j'ai quand même un tout petit peu d'amertume. Je ne peux pas ne pas le cacher. D'abord, je constate que le processus n'a pas été très bien préparé. Cela, j'avais suffisamment alerté là-dessus. J'ai écho aujourd'hui d'un certain nombre d'incidents. Très tôt, ce matin, j'ai eu quelques informations sur Badiangara, où dans certaines localités, il y avait des problèmes. Le matériel, le personnel de Yuaru, qui était destiné à cette localité aussi, a eu des problèmes sur le chemin. Donc, mes équipes sont en train de faire beaucoup d'évaluations. Je dis les cartes, moi-même, voici ma carte, il y a énormément d'erreurs là-dessus. Je suis né dans un pays dans lequel je ne suis jamais allé, Hongrie. C'est encore une fois un message d'espoir et d'espérance. C'est pour dire à tous les Maliens que l'avenir du Mali est entre les mains des Maliens, que la solution nous appartient, que nous devons définitivement tourner la page de près d'un quart de siècle de mauvaise gouvernance, et c'est ce que nous disons aux Maliens, que la solution nous avons entre nos mains. Je crois que nous pourrons nous féliciter en espérant que l'atmosphère que je vois va continuer jusqu'à la fin de l'élection. Il faut cependant demander aux uns aux autres de rester vigilants, parce qu'en la matière, nous savons que l'essentiel de la fraude s'organise dans les dernières heures de l'élection. Il faut donc que tous les représentants des partis politiques restent vigilants. Le Zimbabwe a connu ses toutes premières élections générales post-Mugabe ce lundi. Dans la foulée, les électeurs pro-Chamisa se sont exprimés sur les raisons les ayant poussés à voter pour le candidat Nelson Chamisa. Nous vous invitons à en suivre quelques-uns. Si nous votons pour un nouveau gouvernement sous la direction de l'avocat Nelson Chamisa, les choses pourront changer au Zimbabwe. Je veux que quelqu'un change les choses au Zimbabwe. Par le passé, j'ai détesté Mugabe, mais maintenant, depuis qu'il s'est adressé à la nation et qu'il a approuvé Chamisa, il a mon respect. Je respecte Mugabe, il faisait partie des membres fondateurs de la ZANU-PF et il a donné son soutien à Chamisa. Moi, je suis encore jeune, j'ai 28 ans et je ne sais pas grand-chose de la ZANU-PF. Pourquoi je ne soutiendrai pas Chamisa alors que les fondateurs du parti le soutiennent? ZANU-PF, why would I not endorse Chamisa when the founders are endorsing Chamisa? There's a reason. Élection toujours, mais cette fois-ci aux Comores. Les Comoriens votent ce lundi dans un climat tendu lors d'un référendum constitutionnel destiné à permettre au président et ancien putschiste Azali Assoumani de se représenter pour un deuxième mandat consécutif. Notons que le scrutin est boycotté par l'opposition. Voici le reportage. Les opérations de vote ont débuté ce lundi avec près de 2 heures de retard dans la capitale Moroni, en l'absence de matériel électoral, à l'heure théorique de l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, soit 4 heures GMT. Le référendum, dont l'issue fait peu de doutes en raison du boycott de l'opposition, se déroule sous haute tension. Quelques 300 000 Comoriens doivent répondre à la question « Approuvez-vous le projet portant révision de la Constitution du 23 décembre 2001 ?»
révisé en 2009 et en 2013. Ce projet renforce considérablement les pouvoirs du chef de l'État. Il lui permet de se présenter pour un deuxième mandat consécutif de 5 ans, alors que l'actuelle constitution, qui a permis de ramener un peu de stabilité dans un pays secoué par une longue série de crises séparatistes et de coups d'État, l'interdit. Le texte supprime aussi les postes de vice-président et la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de l'archipel. Enfin, il fait de l'islam la religion d'État dans ce pays où l'écrasante majorité de la population pratique un islam modéré. Ce lundi, les urnes en plastique ont été saccagées dans 2 bureaux de vote situés dans une école du quartier de Ankounou à Moroni, ont constaté des journalistes. Les bureaux de vote doivent fermer à 16h, soit 13h GMT. Les résultats pourraient être connus dès la nuit de lundi à mardi. Je le disais en titre, en Indonésie, plus de 500 randonneurs et leurs guides se sont retrouvés bloqués au mont Rinjani, site touristique populaire sur l'île de Lombok. Et ce, au lendemain d'un puissant séisme meurtrier survenu ce dimanche dans la région. Voici les détails. 560 personnes se sont retrouvées bloquées au mont Rinjani à la suite de glissements de terrain consécutifs au tremblement de terre de magnitude 6,4 qui a frappé l'île de Lombok. 500 sont dans la zone du lac Segara Anakan et 60 au Batu Seper. Parmi les randonneurs, de nombreux étrangers, notamment des Français, des Allemands, des Néerlandais, des Américains ou encore des Thaïlandais. Des hélicoptères et des équipes de secours à pied ont été déployés pour les évacuer. Le tremblement de terre a fait au moins 16 morts et plus de 160 blessés. Des centaines de maisons ont également été détruites, provoquant des scènes de panique, les habitants comme les occupants des hôtels s'étant précipités à l'extérieur. La secousse a été ressentie sur les petites îles de Gili, des destinations touristiques populaires au large de Lombok ainsi qu'à Bali. Des hélicoptères de l'armée ont largué de la nourriture et des boissons dans plusieurs endroits de la montagne afin d'approvisionner les randonneurs bloqués. Selon le plan d'évacuation des autorités, les opérations de secours au mont Rinjani devraient durer au moins jusqu'à mardi. Voilà, c'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur SICA. À très bientôt. Au revoir.